Bonjour à tous, je suis Christophe Bichon et aujourd'hui je vous fais une vidéo qui va parler de comment créer son potager à partir de rien. C'est-à-dire que, a priori, là on est fin mars, vous n'avez rien commencé. Vous n'avez pas de terrain retourné et en fait vous aimeriez quand même commencer un potager. Alors oui, c'est possible, et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment, avec quelle technique. Et surtout j'aimerais insister sur le fait que l'approche que je vous propose est une approche douce, respectueuse de l'environnement, qui vous prendra pas énormément de temps, moins de temps qu'un jardinage conventionnel, puisque, comme je vais vous l'expliquer, c'est un jardinage qui ne demande pas de retourner la terre. Vous savez, ce qu'on a vu ou ce qu'on voit encore beaucoup dans des jardins où eh bien, il faut labourer, il faut retourner, il faut passer le motoculteur. Ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et c'est pas forcément utile. Alors je mettrai des nuances plusieurs fois dans ce que je vais dire dans cette vidéo. Donc cette approche du jardinage va s'appliquer à un certain type de légumes et ça je vais expliquer. C'est-à-dire que ce que je vais vous présenter là, ça ne couvre pas tout le panel des légumes qu'on peut faire pousser dans son jardin. Parce qu'il y a des contraintes derrière qui sont bien particulières, parce que s'il y a des avantages, il y a aussi quelques inconvénients. Et là, je vais être honnête avec vous. Donc cette approche-là, elle s'applique, elle peut être pratiquée par des débutants, mais aussi par des personnes qui ont déjà jardiné, tenté de jardiner, qui ne sont pas forcément satisfaits du résultat, qui peut-être passent beaucoup de temps à jardiner pour peu de résultats. Alors moi je suis formateur en jardinage naturel notamment, et je suis aussi conseiller, c'est-à-dire que je vais chez les gens et je vais les conseiller sur leur jardin. Ils disent bon ben voilà, j'aimerais commencer, j'aimerais améliorer. Et en fait, je prends du temps pour tout examiner, tout discuter avec eux. Parce qu'en fait, il y a pas mal de paramètres à prendre en ligne de compte pour pouvoir vraiment avoir un jardin qui nous ressemble, qui ressemble à notre style de vie. Parce que, alors moi j'ai grandi dans une ferme. Et en fait, on passait beaucoup de temps à jardiner. Alors on était nombreux, donc il fallait beaucoup jardiner pour avoir beaucoup de nourriture. Mais on passait énormément de temps parce que c'était une technique qui demandait beaucoup de temps. Et a posteriori, quand je revois ce qu'on faisait, je me dis, on aurait pu faire beaucoup plus simplement si on avait su qu'on pouvait faire beaucoup plus simplement. Mais bon, c'était une pratique, tout le monde faisait comme ça. Vous savez, les retraités qui passent beaucoup de temps dans leur jardin, ils ont du temps. Voilà. Il se trouve que pour la vie des gens de manière générale, le temps est quand même assez précieux. Si vous êtes salarié, même à 35 heures, le temps qui reste en dehors des heures de travail, il peut être occupé à autre chose, mais il n'est pas énorme. Il n'est pas nécessairement énorme. Donc, si on veut faire pousser des légumes dans son potager, ça demande d'optimiser ce temps. Alors ce qui tombe bien, c'est qu'en fait, là on peut installer un potager maintenant et les jours rallongent. Donc on a plus de temps potentiellement pour mettre en route son potager. Les mois qui prennent le plus de temps dans le potager sont là maintenant. Avril, mai, juin. Mars, avril, mai, juin, ça dépend. Et là aussi je mettrai des nuances, ça dépend dans quel coin de la France ou d'ailleurs vous êtes. Parce qu'effectivement en fonction de l'altitude, en fonction de votre distance de l'océan, en fonction de votre latitude, si vous êtes au nord de la France ou au sud de la France, en fonction aussi du type de sol et des microclimats, eh bien vous n'allez pas pouvoir commencer et faire les mêmes choses au même moment. Donc je vais rester dans des généralités. Après pour ce qui est des moments auxquels il faut planter tel ou tel légume, je vous invite à aller voir sur internet, il existe des calendriers gratuits, libres d'accès, et des cartes même, qui expliquent dans quelle zone de votre territoire, de la France par exemple, vous êtes. Et en fonction de la zone dans laquelle vous êtes, type de climat, on va vous recommander de planter tel ou tel légume 15 jours plus tard, 15 jours plus tôt, voilà. C'est qu'effectivement, dans le Grand Sud et dans le Grand Nord, on n'est pas du tout dans les mêmes réalités.
climatique. Donc voilà, mon travail, c'est ça, entre autres. Je forme et je conseille. Mais avant de former et de conseiller, évidemment, il faut savoir de quoi on parle. Alors avant tout, j'ai expérimenté. Comme je vous disais, j'ai grandi sur une ferme où effectivement on faisait un jardinage, on va dire, conventionnel. Effectivement, on a passé beaucoup de temps à abiner, à désherber, pour éviter qu'il y ait des mauvaises herbes. Encore une fois, mauvaises herbes dans le jardin. Et donc c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de transpiration et c'est pas forcément nécessaire comme je vais vous expliquer. Donc, j'ai aussi pratiqué, expérimenté depuis maintenant bientôt 15 ans d'autres façons de jardiner. J'ai lu, j'ai suivi des conseils, j'ai expérimenté, j'ai suivi des ateliers qu'il y avait dans notre commune. J'ai essayé les buts, j'ai essayé différents, enfin voilà, les trucs plus traditionnels. Et puis finalement, j'en suis arrivé à une méthode de jardinage qui me prend beaucoup moins de temps, qui me demande beaucoup moins d'efforts et qui me plaît beaucoup plus. Alors c'est pas que je suis fondamentalement feignant, mais c'est que finalement, à choisir entre trimer dans le jardin et m'asseoir dans mon jardin à regarder quand ça pousse, à regarder comme ça pousse et à contempler, ben je préfère largement me mettre dans la contemplation et apprécier ce que je fais pousser et mon jardin. Alors je vais vous expliquer dans le détail. La pratique que je vais vous expliquer dans cette vidéo, je l'ai pratiquée moi-même pendant 3 ans dans un terrain difficile, pas vraiment particulier. Pour ceux qui connaissent, et même pour ceux qui ne connaissent pas, une terre argileuse et limoneuse, argilo-limoneuse. Alors l'inconvénient de cette terre-là, où j'étais en tout cas, c'est que l'hiver elle retient très bien l'eau. En gros, je ne pouvais pas jardiner avant mi-mars, fin mars. C'est-à-dire que tout simplement il y avait de l'eau sur le terrain. Alors pas forcément beaucoup, mais c'était une éponge en fait. Donc là c'était un peu compliqué parce qu'effectivement les jardiniers qui se respectent commencent plus tôt, commencent à préparer le terrain, etc. Donc j'ai dû m'adapter. Et puis ce terrain-là aussi fait qu'en été, ça sèche. Ça sèche beaucoup, ça sèche vite. Alors pour moi, l'eau était un gros enjeu. Et pourtant, dans la famille, moi je voulais faire pousser des légumes. Alors, donc, ce que je vous explique ici, c'est pas des lectures, c'est pas des vidéos que j'ai vues sur internet, c'est ma pratique. J'en profite pour dire qu'à l'origine, ça devait être un live cette vidéo. Mais ce n'est pas un live, parce que ça n'a pas marché. Voilà, on est en voyage en ce moment et voilà, c'était pas pratique du tout. Donc ça tombe bien. Je propose donc cette vidéo à la vente, même si ce n'est pas un live. Elle risque d'être un peu plus courte que ce que j'avais prévu avec le live, avec le direct. Tout simplement parce qu'il y a les interactions en moins. Alors ce que je vous propose, si vous le voulez bien, c'est que vous mettiez en pratique ce que je propose dans cette vidéo et que si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Vous avez mon adresse email dans le texte qu'il y a dessous. Je vous la donne quand même. C'est de la terre en un seul mot, point, un jardin en un seul mot, @gmail.com. Donc voilà, si vous avez des questions, des interrogations, quelque chose qui n'aurait pas été très clair dans la vidéo ou qui demande des explications, n'hésitez pas. Et chacun ayant des particularités, des spécificités vraiment particulières, ça c'est très intelligent, dans son jardin, je n'ai pas été forcément confronté à toutes les situations et toutes les possibilités. Et quand je fais des formations en général, on me met toujours des trucs sous le nez, on dit et là je sais pas. Et donc je vais m'informer, je fais mes recherches et après je donne les réponses. Donc là c'est pareil, hein, ça va compenser sur la longueur de la vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer des messages et me poser des questions. Donc voilà, donc je vous propose qu'on commence. J'insiste bien, ce jardinage est un jardinage naturel, c'est-à-dire que je n'utilise absolument aucun produit chimique, aucun pesticide, aucun produit phytosanitaire, et ça marche. Et en fait, j'ai pas de problème, j'ai des légumes. Dans cette vidéo, je vais vous énumérer un peu les légumes qu'on peut faire pousser avec cette technique. J'entretiens le suspense à fond. Hein. En gros, on va éviter tout ce qui est légumes racines en dehors des topinambours. Je vous expliquerai pourquoi, bien évidemment. Donc, dès cette année, vous pouvez, alors
même si vous n'avez pas du tout commencé, même si vous avez juste de la pelouse, parce que là en fait je vais vous expliquer comment jardiner sur de la pelouse sans avoir à retourner travailler la terre du tout. Si vous avez de la pelouse, vous avez ce qu'il faut. Point. Ou si vous avez de la terre, il n'y a pas de pelouse dessous, c'est de la friche, vous avez ce qu'il faut. Donc ça c'est le premier prérequis. Donc, vous avez rien commencé et je vous promets que si vous suivez ce que je vous donne comme conseil, vous pourrez avoir dans votre jardin, ça commencera cet été, le temps que ça s'installe, etc., que vous puissiez récolter, tomates, aubergines, poivrons, piments, courges, citrouilles, courgettes, des topinambours, ça c'est sympa aussi, les cardes, tous les choux que vous pouvez imaginer, donc chou-fleur, chou-brocoli, chou de Bruxelles, chou-pomme, chou à choucroute, tout ce que vous voulez. J'en oublie certainement, mais je vous en dirai si j'y pense encore. Vous pouvez aussi mettre tout ce qui est plantes aromatiques, hein, persil, thym, romarin, etc. Vous pouvez, alors ça aussi c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, vous pouvez aussi faire pousser des fleurs. Je fais pousser des fleurs et j'expliquerai pourquoi je fais pousser des fleurs à travers mes légumes. Et dès la première année, vous pouvez avoir tout ça. Alors, il y a des particularités, je vous expliquerai un petit peu, selon chaque légume. Pour les autres légumes, ça demande, enfin je vais peut-être oublier, pour d'autres légumes, ça demande un travail du sol. Donc, soit vous pouvez avoir à côté un endroit où vous allez travailler le sol, par exemple si vous avez peut-être des carrés potagers, là, qui ont déjà été travaillés, là, vous pouvez faire ces légumes-là. Sinon, si vraiment vous ne voulez pas vous casser les pieds à retourner le sol, vous pourrez vraiment commencer dès cette année, mais à la fin de l'année, quand le sol se sera travaillé tout seul. Parce que là aussi, c'est quelque chose de très important, c'est le sol qui fait le travail tout seul. On fera l'aider un petit peu. Donc, ce qu'il vous faut donc, c'est un terrain, évidemment. Voilà, on ne va pas faire pousser ça hors sol. Alors d'abord, je me couvre, il fait un peu frais. D'abord, il faut comprendre comment fonctionne la plante. Alors vraiment, je vais aller très très vite là-dessus. La plante a besoin de quoi? Elle a besoin de soleil. D'accord, c'est la lumière qui fait la photosynthèse. Donc voilà, il faut du soleil. Donc en fonction des légumes que vous allez choisir, il y a des légumes qu'on appelle plus des légumes de soleil, d'autres qui supportent la mi-ombre. Il va falloir bien choisir l'emplacement où vous allez les mettre. Elle a besoin d'eau. Donc là, l'eau, globalement, elle vient du ciel et elle est stockée dans le sol. Donc en dehors de ça, si la plante n'a pas ce qu'il faut, il va falloir l'aider. Là aussi, le but, c'est de l'aider au minimum, c'est-à-dire qu'elle soit le plus autonome possible et que nous, on n'ait pas besoin de faire grand-chose. C'est possible. Elle a besoin de nourriture, donc de sels minéraux, d'oligo-éléments qui vont lui permettre tout simplement de pousser. Donc, eau, soleil et nourriture, oligo-éléments. Oui, on est dans un parc et malheureusement des endroits où il y a des déchets qui volent, donc si vous voyez des déchets qui volent. Alors, il faut aussi de l'air évidemment, hein, puisque la plante a besoin de dioxyde de carbone pour fixer le carbone et relâcher de l'oxygène. Et elle se nourrit aussi de l'azote qu'il y a dans l'air. Donc voilà, il va falloir veiller à ces 4 besoins essentiels. On peut détailler plus, mais ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Donc en fonction de ça, il va falloir déterminer à quel endroit sur votre propriété, quelle qu'en soit la taille, quel endroit sera le meilleur pour installer votre potager. Alors, d'abord, il va falloir penser soleil. Donc, vous devez savoir où se trouve le sud, l'ouest et l'est. En gros, ne mettez pas votre jardin sur le mur nord, du côté nord de votre maison, à l'ombre. Certains légumes pourraient le tolérer, mais l'essentiel des légumes ne toléreront pas, n'apprécieront pas. Vous n'aurez que des petits légumes et des légumes qui ne mûriront jamais. Donc, on va viser une zone qui est le plus ensoleillée possible dans la journée. Alors, la période où on fait le plus de potager, c'est, on va dire, entre mars et octobre. Donc, tâchez de voir, peut-être vous vous souvenez, comment votre jardin est illuminé sur ces 6-7 mois. En sachant qu'on peut jardiner toute l'année.
Donc si vous voulez vraiment jardiner toute l'année et en profiter au maximum, essayez d'avoir un endroit, encore une fois, parce qu'il peut y avoir des arbres, des maisons voisines, etc., qui soient bien exposés toute l'année, qu'il y ait du soleil toute l'année. Alors je vais mettre un petit bémol très rapidement par rapport à ça, parce qu'effectivement il y a des zones dans le Grand Sud qui sont super exposées super exposées au sud, avec des grosses chaleurs. C'est bien qu'il y ait un petit peu d'ombre aussi dans la journée. Alors là aussi, donc si vous avez un peu d'ombre dans la journée, c'est pas une catastrophe en soi, d'accord, mais parfois ça peut être bien qu'il y ait un peu d'ombre. Donc vous voyez, je vous donne une généralité qui n'est pas généralisable. Donc on va dire c'est un petit peu du cas par cas, et en fonction de votre situation climatique, géographique, effectivement, il va falloir adapter. Mais ça s'apprend avec le temps aussi. Demandez à vos voisins, voyez un petit peu comment ils font, comment ils gèrent vos voisins ou les gens qui sont dans les alentours. Si possible des personnes assez âgées, même si vous leur dites pas ce que je vais vous dire par rapport à la technique, parce qu'ils risquent de se dire mais ils sont complètement frappadingues ces gens, ils sont fous. Voilà. J'ai eu des personnes en formation qui ont dû lutter très fortement contre leur environnement, ou se défendre très fortement contre leur environnement familial ou voisinal, on va dire, pour expliquer que leur méthode était bonne. Et finalement, au bout de quelques mois, en montrant les résultats, ils ont pu convaincre, en tout cas certains, ils ont pu convaincre, je pense surtout, particulièrement à une femme qui était dans ma formation, qui à chaque fois qu'elle revenait en formation, elle parlait des mésaventures et des discussions qu'elle avait eues avec son père, qui se moquait d'elle en fait dans sa façon de jardiner. Et en fait elle a appliqué la méthode dont je vous parle, et en fait elle a eu des super légumes. Et son père, avant la fin de l'année, a commencé à écouter et à essayer de comprendre ce qu'elle faisait vraiment. Donc voilà, ça marche. Et donc l'idée c'est que d'aller voir à côté aussi, voir ce que disent les autres personnes sur comment fonctionne leur jardin. Est-ce qu'effectivement le soleil et le sol ne permettent pas d'avoir voilà, où ça sèche facilement en fait, c'est un sol qui draine, c'est-à-dire que l'eau passe facilement à travers et très exposé au soleil, c'est des gouffres à eau. Donc peut-être que la stratégie pour votre voisin, ce sera de planter ses légumes qui seront à un endroit en partie à l'ombre dans la journée, parce que justement ça évitera trop d'évaporation, trop de transpiration. Donc voilà. On fait pas forcément sa tête de mule non plus à se dire ouais, si la technique, c'est la bonne technique, c'est la super technique. On s'informe un petit peu autour et vous verrez, les jardiniers en général sont très contents de parler de leurs expériences et de ce qu'ils font, même si souvent ils sont convaincus que c'est la meilleure façon, c'est la leur. Ça fait rien, écoutez-les et puis faites votre choix, faites votre tri et puis appliquez la méthode que vous avez envie d'appliquer. Donc exposition au soleil, c'est très important. Autre chose qu'on sous-estime beaucoup aussi, c'est l'exposition au vent. En fait, le vent, c'est normal, mais il a un effet sur les végétaux qui n'est pas forcément recherché dans les jardins. Parce qu'en fait, dans un jardin, c'est faire pousser une plante pour qu'elle produise le maximum, qu'elle soit le plus développée pour pouvoir avoir des gros légumes, des beaux légumes, des choses qui sont belles et qui a du volume et qui a de quoi manger en fait. Eh bien, le vent a cette capacité à stimuler les plantes d'une certaine manière qu'elle réduit ses hormones de croissance en fait. On y pense, c'est super logique en fait. Un végétal qui pousse, qui est grand, a plus de prise au vent. Donc la réaction logique du végétal, c'est oh là je pousse ici, il y a beaucoup de vent, si je ne veux pas me faire casser, abîmer, etc. Vaut mieux pas que je pousse trop. Finalement, j'ai moins de prise au vent, voilà. Je peux quand même, parce que la logique de la plante, c'est de se reproduire, entre autres. Je peux quand même pousser et assurer une reproduction, mais je ne vais pas me suicider en poussant trop vite, trop frêlement, pour avoir une prise au vent. Donc, je suis petit. Donc, dans votre jardin, vous allez avoir des beaux et des grands légumes, je suppose, en tout cas moi oui, et vous allez trouver un endroit qui est protégé du vent, des vents dominants. Alors les vents dominants, ça dépend des endroits. Là, pareil, vous pouvez trouver sur Internet où sont les vents dominants. Vous tapez climat et votre ville ou l'endroit où vous êtes et vous aurez la rose des vents où vous verrez les vents dominants. Alors, si vous habitez un endroit, vous savez d'où viennent les vents de manière principale. Moi, c'est dans l'ouest de la France. En gros, l'essentiel des vents venait du ouest-sud-ouest. C'était les premiers vents dominants et les deuxièmes vents dominants étaient nord-est. Bon, dans beaucoup d'endroits de France, c'est un petit peu ça, hein, avec des nuances particulières. Et j'avais un jardin qui était très très bien exposé au vent. Donc là, j'ai dû faire avec.
parce que là, il se trouvait que j'étais en location et je ne pouvais pas tout modifier, voilà, planter des haies partout, voilà, pour protéger mon jardin. Donc j'ai fait avec, j'ai fait des aménagements quand même, j'ai réfléchi les choses. Donc soit vous implantez votre jardin à un endroit qui sera bien exposé au soleil et protégé des vents dominants, dans une certaine mesure. Si vous êtes en général en ville ou en village avec des maisons autour et des arbres autour, c'est pas c'est pas un gros problème. C'est-à-dire que il faudrait vraiment être dans un endroit assez plat ou plutôt en hauteur ou dans une plaine où j'étais moi, par exemple, une plaine avec très peu d'arbres autour pour que ça soit un gros problème. Il y aura des moments avec du vent, avec des bourrasques, etc. Mais en soi, c'est pas une catastrophe. Donc, choisissez un endroit bien exposé à la lumière et protégé en partie du vent. Okay, donc ça, c'est une chose. Quand vous allez implanter votre potager, il faut penser aussi à autre chose. C'est la proximité de votre lieu d'habitation. Alors, si vous avez la chance de pouvoir faire votre jardin à côté de votre maison, c'est sympa, c'est bien. Pourquoi il faut que ce soit le plus proche possible de l'habitation? Tout simplement, là, on passe toujours à l'idée de temps et d'énergie passée à jardiner. C'est-à-dire que premièrement, si à chaque fois que vous devez aller chercher quelque chose dans votre jardin, vous devez faire 100 mètres et revenir faire 100 mètres, etc., vous allez passer du temps et vous allez dépenser de l'énergie à le faire. Si par exemple votre jardin est à 20 mètres de votre terrasse, de votre baie vitrée, de votre porte, ce sera beaucoup plus facile. Et même quand vous cuisinerez, oups, j'ai oublié du persil, j'ai oublié tel légume, je vais dans le jardin, j'ai moins la flemme. Parfois on le met juste au bout de la terrasse, enfin chacun fait comme il veut. Hein. On peut le mettre juste au bout de la terrasse, c'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de mettre ses bottes. C'est-à-dire qu'on va mettre des chaussures, des crocs, des choses comme ça pour aller dans le jardin, même quand il pleut un peu. Si votre jardin, votre potager est à 100 mètres, j'ai déjà vu ça hein, quand je suis allé donner des conseils chez des gens ou quand je travaillais dans le paysagisme, j'ai vu plein de jardins. Il y a des gens qui se disent tiens on va faire un potager, super je me lance dans le potager. Ils ont un terrain tout en longueur, ils font tout au bout. Loin de l'eau, loin de la maison, ça pliait pas. Hein. À la fin de l'été, ils avaient abandonné le jardin. Parce que tout simplement, c'était trop de travail quand on travaille à côté. Trop de travail, trop de contraintes. Voilà, il fallait emmener soit les tuyaux, soit emmener les arrosoirs au bout. Au bout d'un moment, non, voilà. Un jour, 2 jours, il fait chaud, on a la flemme, on n'y va pas. Paf, les légumes, ils attendent pas. Hein. Donc, faites-le le plus proche possible de votre maison. Alors, ça n'empêche pas, parce qu'on a beaucoup segmenté dans notre façon de concevoir le jardin en France, mais dans l'Occident de manière générale, avec jardin d'agrément, potager, verger, voilà. Tout est mélangeable. Okay, vous faites comme vous voulez, bien évidemment. Mais c'est possible d'avoir un très beau potager. Alors moi, je mets des fleurs dedans, comme je vous dirais. Un très beau potager, très productif, très esthétique, juste à côté de votre maison. C'est-à-dire que c'est pas juste les rangs, machin bidule qui sont pas forcément jolis comme vous avez envie de les voir. Ça peut être quelque chose de très esthétique. On peut faire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut. Je vais vous expliquer comment. Donc, proche. On n'imagine pas à quel point on peut dépenser de l'énergie à faire des allers-retours en permanence pour aller s'occuper, aller chercher des choses dans le potager. Prenez ça en considération. Et même, et là je vous expliquerai en donnant des exemples, votre potager peut être... peut y avoir ça c'est quelque chose qui est sorti des principes de la permaculture. J'aime beaucoup la permaculture. Je ne me dis pas permacole, mais voilà. C'est un principe, c'est qu'en fait, en fonction de la fréquence des besoins des légumes ou de nombre de fois, enfin, la fréquence à laquelle vous devez récolter tel ou tel légume, vous allez les mettre plus ou moins près de votre maison. C'est-à-dire que les choses les plus classiques, c'est les choses, par exemple, je sais pas moi, une salade, bon, il faut que ce soit proche. Non, pas forcément, faites n'importe quoi. Si vous voulez du thym, du romarin, des herbes, etc., vous allez facilement en avoir besoin dans la cuisine, hop, c'est la chose la plus proche. Vous pouvez en avoir besoin potentiellement tous les jours. Si vous avez des légumes qui ont besoin d'un soin assez régulier, je pense aux tomates, une cueillette régulière encore plus, voilà. Une cueillette régulière, c'est la tomate, c'est 1 ou 2 tous les 2 jours, on va dire. Et la courgette, ça peut être tous les jours. Okay, donc là, on va éviter de le mettre trop loin. Vous les mettez assez proches, comme ça, vous n'avez pas besoin d'aller à l'autre bout du jardin. Par contre, un légume qui demande très peu d'entretien et dont on va récolter les fruits qu'une fois, c'est la citrouille. La citrouille, ne la mettez pas à côté de votre terrasse, elle va occuper énormément d'espace. D'accord, le potiron, petit marron, etc. Ça prend énormément d'espace. Mais vous allez le récolter qu'à l'automne.
c'est-à-dire que septembre, octobre, c'est le moment de récolter. Il y a juste besoin d'y aller à ce moment-là, ou presque. Voilà, on va éventuellement rediriger un petit peu. Si vraiment il y a un gros coup de chauffe, on va arroser un petit peu pour qu'il reste bien frais. Si on a besoin de tondre à côté, etc., pousser les branches, etc., les tiges. Voilà, en fait, on peut passer, entre le moment où on plante et on récolte, on peut ne passer qu'une heure à s'occuper de son plant de citrouille, si on gère bien les choses, sur toute la saison, et aller les récolter. Donc, c'est pas la chose qu'il va falloir mettre le plus proche de la maison, mais le plus loin possible de la maison. Et les citrouilles sont particulières parce qu'on peut les mettre à des endroits un petit peu non conventionnels. Donc, la distance et l'organisation de votre jardin doit être réfléchie. Alors, peut-être que vous n'arriverez pas à gérer tous les paramètres de la première année, et il m'est arrivé de faire des erreurs et de recommencer. Ah non, j'aurais pas dû faire comme ça, etc. Les choux aussi, c'est classique. Les choux, ce n'est pas des légumes qui ont besoin d'être forcément proches de la maison. Ce n'est pas un accident de jardinage. Vous pouvez continuer à jardiner. Les choux, ils sont récoltés une fois aussi. On peut les mettre plus loin. Alors, il y a aussi la proximité du point d'eau. Ah oui, la question de l'eau, même si le jardinage que je vais vous démontrer, que je vais vous expliquer, demande peu d'eau, on a besoin d'eau. Il est, ne serait-ce qu'au moment des semis, au moment des grands coups de chaleur, on a besoin d'eau, un minimum, au moment des plantations, un minimum. D'accord ? Donc effectivement, si vous devez vous trimballer avec des arrosoirs d'eau sur 100 mètres, comme je disais, c'est hyper fatigant et c'est décourageant. Et un soir ou deux, parce qu'on oublie, on grille notre récolte, on grille nos légumes parce qu'en fait, on n'en a pas pris soin. Par contre, si c'est, allez hop, vous êtes sorti un petit peu plus tard, et c'est à 10 mètres de votre terrasse, vous prenez l'arrosoir, hop, c'est fait. Voilà. Donc, proche d'un point d'eau, après, voilà, arrosoir, tuyau, en soi, pour moi, ça n'a pas énormément d'importance. Il y en a même qui font des arrosages au goutte à goutte, enfin voilà. Il y a plein de façons. J'en parlerai un petit peu de l'arrosage parce qu'il y a quand même des erreurs à ne pas commettre avec le style de jardinage que je vous explique. Alors aussi, ce à quoi il faut penser, non seulement il y a l'histoire de l'exposition, il y a l'histoire de la proximité de votre lieu d'habitation, il y a aussi quelque chose qui est très très important, c'est comment vous dimensionnez votre potager par rapport à vos besoins. Alors là aussi, il existe des tableaux sur internet qui expliquent, si vous êtes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc., prévoyez telle ou telle surface de tel ou tel légume. Alors là, bien sûr, il va falloir adapter, parce que peut-être que vous aimez l'haricot vert, mais vous ne voulez pas en manger tous les jours. Peut-être que vous aimez les tomates, mais vous ne voulez pas en manger tous les jours non plus. Alors, pour vous donner une illustration, nous, on est fan de tomates. C'est-à-dire que l'année dernière, alors on est une famille à géométrie variable, famille recomposée, ça va de 4 à 8. En fait, j'avais planté 100 pieds de tomates. Alors là, il y a la consommation quotidienne, parce que c'était vraiment de la consommation quotidienne, surtout qu'on a des bonnes variétés de tomates, c'est des fruits, c'est délicieux, c'est savoureux. Voilà, nous on est des grands consommateurs de tomates, on pouvait faire des conserves et des choses comme ça. Donc là, vous adaptez en fonction de vos besoins. C'est-à-dire que vous avez les références que vous allez trouver sur internet et vous avez ce que vous aimez vous. On aimait beaucoup les cardes aussi, les côtes de bête, je ne sais pas si vous les connaissez. Donc on en plantait plein. Ça se conserve bien, ça se congèle bien, etc. On en avait jusqu'en hiver. C'est un légume qui est génial parce qu'on peut le mettre en terre là au printemps. Et en fait, on en a jusqu'en courant de l'hiver. Alors ça produit moins en hiver forcément, mais toute la saison, il y en a plein. Donc, penchez-vous sur quelle surface ai-je vraiment besoin et quelle quantité de légumes ai-je vraiment besoin de planter dans mon potager par rapport à mes besoins. Si vous êtes un couple, si vous êtes deux, effectivement la quantité ne sera pas énorme par rapport à une famille de 4, 5, etc. Mais aussi, peut-être que vous avez une autre approche du jardinage, c'est-à-dire que oui, vous voulez jardiner pour consommer sur le moment, mais vous voulez aussi conserver. Alors là, si vous voulez conserver, effectivement, il va falloir augmenter les quantités que vous allez jardiner. Ça, c'est chacun a sa propre logique, chacun a ses propres besoins. Et c'est assez difficile, je dois reconnaître, c'est assez difficile d'évaluer la quantité exacte de plants de légumes qu'il faut pour produire ce dont on a besoin, que ce soit pour la consommation immédiate ou la conservation.
Et là, finalement, c'est avec le temps qu'on arrive à peu près à évaluer, en sachant qu'on peut se tromper parce que d'une année à l'autre, des légumes vont être plus ou moins productifs. Bah oui, les tomates. L'année dernière, non, il y a 2 ans, il y a eu un coup de canicule fin juin, si je me souviens bien. Et en fait, ça a fait couler, on appelle ça couler, les fleurs de tomates, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas fécondé. Et donc il y a eu tout un espace, un moment, alors qu'il a fait très chaud, la tomate aime la chaleur. Mais à ce moment-là, ça fait couler les fleurs, c'est-à-dire qu'il y a eu un décalage dans la production et les tomates sont venues paradoxalement plus tard alors qu'il avait fait très chaud. Donc voilà, chaque légume a ses particularités, il y en a que faut vraiment le vouloir pour les louper, d'autres sont quand même un petit peu plus délicats. Un autre légume, c'est le concombre, je n'ai pas parlé, vous pourrez le faire pousser cette année. Donc voilà. Ensoleillement, le vent, proximité, quelle surface vous avez besoin. Ne vous mettez pas trop la pression, essayez, lancez-vous de toute façon, et déjà ce sera vraiment bien. Et vous pourrez réadapter, rectifier le tir l'année suivante, et d'une année à l'autre, voir ce qui vient, ce qui va pas. Alors, allons-y, on va commencer à parler concrètement de la méthode que je vous propose. Quand même une demi-heure à faire de l'intro, bon, c'est important, c'est vraiment important. Tout simplement, alors il faut d'abord, si, je vais vous faire attendre encore un petit peu, il faut que je vous parle du fonctionnement du sol. En fait, le sol, c'est ce dans quoi la plante pousse, ça c'est quelque chose de très intelligent, ça valait bien le coup de payer une vidéo pour ça, et elle lui apporte l'essentiel de ce dont il a besoin, ce dont la plante a besoin, elle va chercher dans le sol. Et si on prend soin du sol, on prend soin de la plante. Et ça, c'est une réalité qui n'a pas été, ou qui n'est toujours pas forcément bien prise en compte dans l'agriculture, on va dire conventionnelle. C'est-à-dire que souvent, maintenant, dans les cultures en plein champ, le sol reste un support aux plantes, comme un substrat, dans lequel on va rajouter des choses, des engrais, des produits, etc., pour faire pousser la plante. C'est presque parfois, je vais pousser le trait, c'est presque parfois de la culture hors sol. C'est-à-dire que vous mettriez vos plantes dans des billes d'argile et vous arroseriez ça d'engrais et d'autres produits divers et variés, et pousserait de la même manière. Le problème avec les cultures sur des sols nus, et dont on ne prend pas particulièrement soin, c'est qu'il y a un phénomène qui se passe en hiver, qui s'appelle le lessivage. Tout simplement, tout ce que le sol, la vie du sol aura libéré comme sels minéraux, qui sont assimilables et utiles à la plante, à cause des pluies, parce que le sol n'est pas protégé, va être lessivé, va descendre dans le sol, va disparaître dans des couches profondes, partir dans les eaux de ruissellement, partir dans les nappes souterraines, et une fois qu'elles ont quitté, on va dire, les 50 cm de la surface du sol, elles ne sont plus monopolisables, elles ne sont plus utilisables par la plante. Donc elles sont perdues pour la plante. En été, au printemps, en été, en automne, c'est pas le même problème. D'ailleurs, c'est pas forcément un problème. Le sol, avec sa vie, permet de transformer la matière organique, faire remonter des roches-mères, les sels minéraux. On appelle ça la minéralisation en fait. Le sol a tendance à s'enrichir en sels minéraux utiles à la plante, mais si on laisse le sol à l'état naturel, on n'a pas de sol nu. Enfin, si, quand il y a de l'érosion, etc. Mais une prairie, une forêt, il n'y a pas de sol nu. Les sols sont toujours couverts par de la végétation. Donc une terre est toujours couverte par de la végétation. Il n'y a qu'en agriculture qu'on arrive à faire ça. Et donc, c'est pas naturel de laisser un sol nu. Donc, ce qui est bon pour la plante disparaît dans le sol et est perdu à tout jamais. Donc c'est bien dommage. Donc on peut l'éviter ça. Donc on va l'éviter. Alors, il faut savoir que dans le sol, il y a une vie incroyable. C'est-à-dire que c'est un sujet d'intérêt pour les scientifiques qui étudient le sol, justement, de voir la quantité d'organismes qu'il y a dans le sol. La quantité à la fois en nombre, mais aussi en variété. C'est-à-dire que dans le sol, au-delà de tout ce qui est minéral, on a énormément d'êtres vivants. On a des champignons, on a des bactéries, on a des vers de terre, bien sûr, on a plein d'insectes, on a des acariens, on a des petits mammifères, on a une vie incroyable en fait. Il y a tout un écosystème qui vit dans le sol.
On dit en général que dans une petite cuillère de terre, il y a autant d'organismes vivants qu'il y a d'humains sur Terre. Donc ça donne un petit peu une idée, bien sûr on n'est pas à la même échelle, ça donne une petite idée de ce qui peut se passer sous nos pieds, dans la terre, dans le jardin, et partout. Donc, cette vie dans le sol a des fonctions, elle sert à quelque chose. Au-delà du fait qu'elle vit pour elle-même, elle sert à quelque chose. Elle fait partie de la vie du sol. Tout simplement, elle permet de dégrader tout ce qui tombe à la surface du sol, tout ce qui meurt sur et dans le sol, pour que ça se minéralise, ça devienne disponible pour les plantes. Alors, ils ne l'ont pas fait pour ça, mais leur fonctionnement permet ça. Donc, quand vous avez une feuille qui tombe sur le sol, elle va être mangée, décomposée, grignotée, avalée, digérée par plein d'organismes différents pour, à la fin, devenir d'abord de l'humus, c'est-à-dire une matière organique en décomposition, en cours de minéralisation. Mais la dégradation ultime de la matière organique, c'est le sel minéral, c'est l'oligo-élément. C'est-à-dire ce que la plante va pouvoir absorber par ses racines avec l'eau qu'elle absorbe par les racines, en solution dans l'eau. La plante ne peut pas aller casser elle-même des végétaux en décomposition, de la matière organique en décomposition, pour aller décortiquer ce qu'elle veut, puis hop. Bon, bien sûr, elle ne mange pas comme ça. Non, elle a besoin de tout ce qui vit dans le sol, en symbiose, ensemble, pour pouvoir se nourrir de ce qu'il y a dans le sol. Donc, votre but à vous, en tant que jardinier respectueux de l'environnement et soucieux d'avoir une très bonne récolte, c'est de vous soucier de la santé de votre sol, de le nourrir, de le cajoler, d'en prendre soin. Et croyez-moi, en faisant ça, vous allez en récolter les fruits et les légumes évidemment. Alors, concrètement, j'y viens concrètement. Concrètement, ce que je vous propose de faire, vous allez choisir un endroit dans votre jardin que vous voulez transformer en potager. Une petite parenthèse, vous n'êtes pas obligé de faire un potager carré, triangulaire, rectangulaire. Vous faites la forme que vous voulez, avec ce que je vais vous dire. Chez nous, on avait fait un jardin, c'est Perrine, ma femme, qui l'avait dessiné, en mandala. C'est-à-dire, il y avait des gouttes, il y avait des formes de fleurs, voilà. Il y avait une forme qui nous plaisait. On pouvait circuler dans des petites allées autour des différentes formes pour accéder aux légumes, mais c'était pas du tout un jardin conventionnel où on allait ranger les unes à côté des autres, c'est le rectangle, c'est le carré, etc. Donc là aussi, on fait tomber les schémas, si on en a envie, hein. Alors, faites des carrés si vous faites plaisir, hein. Faites-vous plaisir, d'accord? Si pour vous, le modèle du jardin, du potager, c'est le carré, c'est le rectangle, c'est le triangle, c'est le losange, faites-le. Au bout du compte, moi ça m'est égal. C'est de l'esthétique, c'est de l'agréable, c'est à vous de savoir ce qui vous convient le plus. Il y a un petit critère quand même que je vous donnerai par rapport à la largeur maximale des formes que vous allez faire, et je vous expliquerai pourquoi il y a une largeur maximale. Donc, vous choisissez l'endroit où vous voulez jardiner dans votre potager. Eh bien, vous savez ce que vous allez en faire? Vous allez mettre du paillage dessus. Tout simplement. Alors du paillage, par paillage, n'entendez pas paille. Enfin, on peut mettre de la paille. Mais pour moi, c'est plus que ça, c'est plus varié que ça, c'est plus complexe que ça. Alors, complexe et simple. Tout simplement, vous allez couvrir votre sol, là, maintenant, là. Alors ça, c'est quelque chose qui peut se faire dès mars, il n'y a pas de problème. Mars, avril, allez, on peut aller jusqu'à fin mai, d'accord? Il ne faut pas trop pousser, allez, mi-mai, ok? Vous allez couvrir votre sol de paillage sur minimum 10 cm. Moi, je recommande facilement 15, voire 20 cm. Alors, ça fait du volume. Ça fait du volume de paillage. Je ne sais pas si vous avez une pelouse à tondre, etc. Vous allez vous rendre compte que pour couvrir une surface importante de pelouse avec du paillage de pelouse tondue, de feuilles, de petits branchages, comme je vais vous expliquer, il y a un petit lézard qui passe. Il faut beaucoup de matière organique, beaucoup de matière végétale pour faire ce paillage. Donc, eh ben, il va falloir en trouver. Et c'est là que c'est pas forcément évident. Je bouge parce que le soleil bouge. C'est pas forcément évident. Alors, si vous avez beaucoup
je sais pas moi, d'arbustes à tailler dans votre jardin, vous avez beaucoup de pelouse, c'est pas forcément un problème, vous allez trouver facilement. Sinon, il va falloir trouver des stratégies pour vous approprier en paillage. Alors, évidemment, vous pouvez trouver des paillages très variés en jardinerie. Moi, je suis pas trop parti sur ça, jamais. Je suis toujours parti sur, je vais essayer de trouver ça gratuitement. Et en fait, c'est faisable. Alors, la première chose que j'avais fait, la première fois que j'ai fait ça, c'est que j'ai mis une affiche sur ma clôture de maison, sur ma porte de portail, le portail du jardin. J'ai dit, je recherche tous vos déchets végétaux, etc. Déposez-les là, etc., etc. Et à l'époque, beaucoup de mes voisins emmenaient tout à la déchetterie. Voilà. Donc forcément, ça fait un tour à la déchetterie, ils se trouvaient que c'était à plusieurs kilomètres, etc. Ils ont vite vu l'intérêt d'aller déposer leurs déchets de jardin. Alors j'avais dit, attention, sans traitement. Parce que pour moi, c'est très important de faire du jardinage naturel. On ne récupère pas des déchets végétaux, plein de produits pour les mettre dans son jardin. Donc, sans traitement. Donc voilà, je me récupérais des sacs de pelouse tondue, des petits branchages, je vais expliquer comment on s'en occupe des petits branchages, de taille des arbustes d'agrément, voilà, des feuilles. Parfois on est venu avec des branches. À un moment j'ai dit ok, pour les branches, je vais utiliser un broyeur à branches, mais je trouvais que c'était quand même beaucoup trop contraignant. Ça a des intérêts, hein, mais c'était beaucoup trop contraignant. Donc j'ai laissé tomber et j'ai demandé juste des petits branchages, des feuillages. Alors l'automne c'est l'idéal, on a plein de feuillages, les gens sont très heureux. Tout ce qui est tonte de pelouse pendant toute la saison, c'est intéressant. Si on vous donne des petits branchages, des tailles, etc., d'arbustes, là ça va commencer fort, hein, et ben vous pouvez les utiliser aussi. Mais avant de les étaler pour en faire du paillage, je vous invite à les passer à la tondeuse. Vous n'allez pas abîmer votre tondeuse, vous allez les passer, voilà, et ça va faire un broyat assez fin de végétaux. Donc, vous allez étaler ça sur le sol. Alors, la première fois que vous étalez ça sur le sol, c'est pas grave si c'est encore vert et si ça chauffe un peu, vous savez comme la pelouse qui chauffe une fois qu'elle est tendue, c'est pas grave. Après, évitez d'étaler sur vos massifs de potager trop épais de matière verte, sinon ça risque de chauffer et de brûler un peu vos légumes. Donc, 10, 15, voire 20 cm de paillage. Et là, moi j'aime dire, plus c'est varié, mieux c'est. C'est-à-dire que finalement, ça apportera plein de choses différentes à votre sol. Ça va nourrir votre sol. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que non seulement... Alors oui, tiens, je ne vous ai même pas expliqué pourquoi faire ça. Eh bien tout simplement, la première chose que ça va faire, c'est que ça va empêcher les plantes qu'il y a sur votre sol, que ce soit un sol nu, pseudo-nu, un petit peu un terrain vague, un peu abandonné, ou que ce soit une pelouse, si vous couvrez avec une couverture végétale, forcément, ça va faire mourir les plantes qui sont dessous, à plus ou moins long terme. Tout simplement, elles auront de l'eau, elles auront tout ce qu'il faut, sauf le soleil. Et une plante sans soleil, ça meurt, point. Enfin voilà, vous savez ça, hein, une plante enfermée dans une maison, elle meurt. Alors, une maison fermée évidemment. Alors, vous allez tuer, voilà, sans effort, en dehors d'étaler votre paillage, vous allez tuer les végétaux qu'il y a dessous. Alors là aussi, je vais mettre un bémol, parce que autant une petite pelouse qui a des racines qui vont pas bien loin, en 3 semaines, 4 semaines, c'est fait, d'accord, c'est-à-dire que c'est mort. Il y a des plantes qui ont beaucoup de réserves. Et parmi ces plantes qui ont beaucoup de réserves, je vous expliquerai, il y en a 3 particulières qu'il va falloir apprendre à gérer, 3-4, et que ça peut être bien de repérer avant. Si vous connaissez votre jardin, vous saurez s'il y en a ou s'il n'y en a pas. De repérer avant de mettre votre paillage, les endroits où il y en a, pour éviter de se rajouter du travail après. Parce que ça demande un petit travail supplémentaire. Petit, bon, je suis modeste, hein, ça peut être un gros travail. Donc il y a 3 plantes, on va dire. Alors le pissenlit, il n'est pas trop difficile à gérer. Tout simplement, le pissenlit, il a une grosse racine sous terre. Et donc, vous savez, une grosse racine pivot. Donc même si vous mettez 15-20 cm, il peut arriver à percer. Ces feuilles toutes jaunes, elles vont sortir toutes jaunes là, et dès qu'elles sont au soleil, elles vont verdir. Donc voilà, il peut arriver à percer parce qu'il a suffisamment d'énergie et de force pour traverser le paillage. Donc la première chose à faire, c'est dès que vous voyez la feuille du pissenlit qui sort de votre paillage, vous tirez dessus, vous arrachez, vous essayez de descendre le plus bas possible là, et vous mettez sur votre paillage les feuilles. Au bout d'un moment, vous allez épuiser la plante en faisant comme ça. C'est-à-dire que, effectivement, ces réserves vont puiser dedans pour essayer de repousser à chaque fois, repousser à chaque fois, repousser à chaque fois. Et au bout d'un moment, elle n'en aura plus de réserve et donc elle va s'épuiser, elle va mourir. Donc vous aurez gagné la partie.
Deux autres plantes un petit peu plus contraignantes, c'est le liseron. Alors il y a deux liserons, le liseron des champs qui est petit, qui fait des petites fleurs en forme de trompette blanche. C'est magnifique, hein, c'est joli, il n'y a pas de problème. Mais c'est très envahissant, ça s'accroche aux légumes, aux plantes, etc. Et le grand liseron, qui est encore pire, dans le sens où il est grand, il fait des tiges de plusieurs mètres de long, et qui fait des fleurs de cette taille-là, hein, comme les hippomées. Oui, je viens de changer de place parce qu'il y avait beaucoup de vent. Et la potentille rampante. La potentille rampante, on l'appelle aussi la quinte-feuille. C'est une plante qui se répand, qui fait comme les fraisiers, vous savez, qui est une plante principale et puis qui lance des stolons, qui fait des racines, qui lance des stolons, et ça sur plusieurs mètres. Et c'est très difficile à s'en débarrasser aussi. Alors, c'est le genre de plante qui peut traverser, puisqu'en fait elle a vraiment des grosses racines en profondeur, comme le liseron, elle peut traverser avec ses petites tiges le paillage. Alors, c'est quoi la stratégie? Qu'est-ce qu'on peut en faire? En fait, c'est la même logique qu'avec le pissenlit, c'est que dès qu'on le voit sortir du paillage, on tire dessus et vous verrez, c'est beaucoup plus facile à arracher, à enlever que si c'était sur un sol nu. Ça résiste moins parce que le sol aussi est plus souple et vous le mettez sur votre paillage, sur ou dessous le paillage si vous voulez, il n'y a pas de problème. J'en profite pour dire que derrière paillage, si vous entendez quelque chose qui est vraiment propre, très propre, avec quelque chose d'assez uniforme, avec des fibres un peu régulières, etc., vous pouvez le faire, mais quand vous aurez des choses plus grossières, je vous invite à les mettre dessous le paillage. Après, si vous êtes OK, mais ça aussi, c'est chacun met le curseur où il veut, si vous êtes OK avec l'idée d'avoir un paillage où vous allez voir de la feuille, des petites branches, des choses comme ça, voilà, moi ça ne me posait pas de problème. Faites votre mélange, qui peut être différent d'un endroit à l'autre du jardin, et c'est absolument pas un problème. Donc là, vous avez fait une couverture sur votre sol qui empêche l'essentiel des plantes qui sont dessous de traverser, de pousser. Et donc forcément, tout ce qui est disponible dans le sol sous le paillage, en termes de nutriments, en termes d'eau, va être disponible pour les plantes que vous allez installer plus tard. Et là aussi, ça demande un petit peu de patience, parce qu'effectivement, entre le moment où vous mettez le paillage, il faut un petit moment pour que les plantes qui sont dessous meurent, s'affaiblissent, pour pouvoir laisser la place aux plantes que vous mettrez ensuite. Alors je vous expliquerai bien évidemment comment on va installer les plantes dedans. Mais avant, il faut que vous compreniez aussi que ce paillage, c'est aussi un bon remède pour éviter une trop grande évaporation de l'eau du sol. C'est-à-dire que c'est très difficile pour le soleil de dessécher à ce point votre paillage pour faire évaporer l'eau qu'il y a dans le sol, sous le paillage. Donc l'humidité reste très importante, très longtemps, beaucoup plus longtemps sous le paillage. Donc c'est l'intérêt du paillage de manière générale. On dit pailler, ça évitera d'arroser. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Si vous faites un paillage sur un sol humide, ce qui est en général le cas quand même à cette saison, eh bien vous conservez un maximum d'humidité dans ce sol-là. Et il n'y a pas non plus la transpiration des plantes qui sont à la surface qui utilisent l'eau qu'il y a dans le sol. Donc vous faites des grandes économies d'eau. Vous stockez l'eau finalement dans ce sol en attendant que les légumes soient prêts. Je pense que c'est très difficile d'imaginer la quantité d'eau qui s'évapore d'un sol quand il est nu. En fait, c'est absolument énorme. S'il est couvert par un paillage épais, vous allez garder énormément d'eau et vous économisez beaucoup d'arrosage. Je vous donnerai aussi une technique pour limiter l'arrosage. Donc, il y a quand même un inconvénient. Parce qu'en fait, un sol plein d'eau au printemps est un sol plus froid. L'intérêt d'avoir un sol nu au printemps, c'est qu'il se réchauffe plus vite. Mais il y a une façon de parer à cela. C'est-à-dire que oui, votre sol va être globalement un peu plus froid que le jardin du voisin qui est exposé. Mais votre voisin aura besoin de plus arroser, par exemple, et de désherber. Ce que vous n'aurez que marginalement à faire, le désherbage. Alors, ce que vous allez faire, c'est qu'au bout de 3-4 semaines, écartez le paillage de temps en temps pour regarder où ça en est, vous verrez, ça va jaunir, puis ça va brunir, et puis au bout d'un moment, ça va mourir. Au bout de 3-4 semaines, il reste peut-être encore des plantes qui auront encore un petit peu de réserve. Alors, réfléchissez avant, prenez ces 3-4 semaines pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment mettre en termes de quantité et de type de légumes dans votre jardin.
Et pourquoi pas, et là aussi vous allez pouvoir vous appuyer sur des documents que vous allez trouver sur internet, réfléchir à où vous allez mettre les différentes choses dans votre jardin. Faites votre petit plan de jardin et comme ça vous saurez bien évaluer la quantité de plants qu'il vous faut par rapport à votre surface et bien évaluer la surface par rapport à la quantité de plants que vous voulez mettre. Donc c'est bien de faire un petit plan et aussi grâce à internet de savoir quelle distance il faut mettre entre les différents légumes. Si vous mettez des courgettes toutes les 30 cm, vous allez vous en mordre les doigts. Une courgette, ça devient absolument énorme. Ça prend plus d'1 mètre de large une fois que c'est en pleine croissance, 1,50 m de large, c'est énorme. Donc finalement, vous n'allez pas le mettre à côté d'un petit légume qui va être tout de suite recouvert par la courgette, par exemple. Voilà, la distance entre les tomates, etc., entre les différents légumes, il faut penser ça. Parce qu'effectivement, c'est rien de plus frustrant de se tromper quand on a installé un légume dans son jardin et de l'avoir mis trop près d'un autre et que finalement ni l'un ni l'autre ne pousse bien, ou il y en a un qui prend vraiment le dessus, qui pousse bien, mais l'autre il reste chétif tout le temps. Donc voilà, donnez-vous toutes les chances d'avoir des légumes qui puissent se développer, se déployer, avoir leur place au soleil pour pouvoir se développer et que vous puissiez derrière en profiter pour le consommer. Donc, ce que vous allez faire, donc au bout de ce temps de réflexion et repos et laisser la nature faire son travail, une fois que c'est fait, vous allez écarter le paillage. Quelques jours avant la plantation, écartez le paillage. Alors, écartez le paillage juste à l'endroit où vous allez planter. Ailleurs, vous le laissez, il n'y a pas de problème. Vous écartez, par exemple, vous voulez planter un pied de tomate, vous écartez le paillage, vous laissez un cercle aller de 20-25 cm de diamètre, et là, vous allez voir comment il sort. Alors, ayez conscience que quand vous allez écarter le paillage, vous allez retrouver votre pelouse grillée, brunie, jaunie certainement, mais certainement brunie même à ce stade-là. Elle sera morte ou quasiment morte. Mais tout son réseau racinaire sera toujours dans le sol. Et finalement, ça fait comme une espèce de moquette en surface, peut-être cette surface-là, qu'il va falloir briser. Et là, c'est quasiment le seul travail de la terre que vous allez devoir faire dans ce type de jardinage. C'est-à-dire que dans cette petite cuvette que vous avez dégagée de paillage, vous allez travailler le sol. Donc là, vous allez prendre l'outil qui convient le mieux. Moi, j'utilise un outil avec un manche court, donc comme ça, hein. Ça s'appelle une serfouette. Il y a une extrémité qui est carrée, d'accord, qui permet de biner, et l'autre extrémité qui est pointue, d'accord, qui permet de faire des sillons. Voilà. Et donc, je trouve ça, c'est un outil très pratique pour travailler au niveau du sol, pour travailler la terre. Donc là, ce que vous allez faire, toutes les racines, les tiges qui restent, etc., vous allez les séparer de la terre, les secouer, etc. Bien les secouer, faire tomber toute la terre fine, et mettre tout ça sous votre paillage, une fois que vous avez fini, un petit peu plus loin, sous le paillage, etc. Et là, à cet endroit-là, sur ces 20 cm, 20-25 cm de diamètre, vous allez bien préparer le sol. C'est-à-dire sur 15 cm de profondeur, d'accord, vous allez bien travailler le sol, retourner, etc., enlever tout, pas les cailloux, on s'en fiche, s'il y a un peu de cailloux, c'est pas grave, mais tout ce qui pourrait repousser, un bout de racine, parfois ça repousse, et ça fait une nouvelle plante. Il y aura des graines de plantes forcément dedans, donc vous risquez d'avoir quelques petites plantes qui poussent au pied de votre plante que vous allez planter. Mais ça, c'est un problème mineur, vous verrez. Donc voilà, vous allez préparer ce sol-là. Donc l'avantage, c'est que tout simplement, vous laissez la place à la future plante que vous allez planter. Et en même temps, vous empêchez qu'il y ait de la concurrence. Et en plus, ça permet au sol de se réchauffer à cet endroit-là. Donc, en plein soleil, une terre un peu foncée, elle se réchauffe très vite. Pourquoi on ne plante pas directement, on écarte le paillage le jour où on a envie de planter et le mettre dans le sol? Parce que la terre est froide. Et la terre froide, en fait la température est très importante pour les plantes, la terre froide va freiner la croissance de la plante au début. Et au début, la plante que vous avez plantée, hein, je ne sais pas si vous achetez, si vous faites vous-même vos plants, vous allez semer vos graines pour pouvoir faire vos plants, ou si vous allez acheter en jardinerie, ça leur fait un sacré choc. Vous les sortez d'une jardinerie, vous les plantez dans votre terre froide. J'ai fait geler, sans geler, j'ai fait geler des plants de tomates en les mettant dans un sol qui était trop humide, trop froid. C'est-à-dire que j'ai eu 4, 5, 6 pieds de tomates qui sont morts comme ça, parce que tout simplement, j'avais pas écarté le paillage suffisamment tôt, ou je sais plus, peut-être que le sol était encore trop humide. Donc voilà, ayez conscience que c'est un risque. Donc si vous prenez cette précaution d'écarter le paillage et de laisser la nature faire son travail en chauffant le sol avec le soleil, etc., vous allez permettre à votre plante de démarrer de manière plus efficace et plus rapide que si vous n'écartez pas le paillage.
Donc voilà, oui, la chaleur, j'en ai pas parlé. La température, c'est hyper important pour la croissance des plantes. C'est pour ça qu'on ne plante pas des tomates en hiver. Donc voilà, donc ça, c'est la technique. Là, je vous l'ai donné. C'est la technique pour faire un potager si vous n'avez rien commencé à cette saison et si vous voulez utiliser un espace qui n'est pas du tout travaillé. Et bien vous faites comme ça. C'est simple, c'est super simple en fait. C'est atypique, c'est-à-dire que c'est pas le jardinage qu'on a connu de nos parents, nos grands-parents, etc. Mais ça marche. Et si on arrive à se détacher de l'image de ce qu'est le vrai jardinage et le pas vrai jardinage, eh ben, en fait, c'est la porte ouverte à de super bonnes règles. Une info qu'il faut avoir aussi, c'est de dire que par exemple, si vous installez votre potager sur une pelouse, d'accord, ou sur une prairie, etc., vous n'avez pas besoin de fertiliser la première année. Parce que tout simplement, une prairie, une pelouse, est un système relativement équilibré, avec une terre relativement riche, qui permet d'apporter suffisamment de nourriture la première année aux légumes que vous allez mettre dedans. Donc, vous faites des économies, on va dire, de fertilisants, d'amendements, etc. Ça ne vous empêche pas de donner un petit coup de boost au moment où vous allez planter. C'est-à-dire au moment où vous allez planter vos légumes en fonction de ce que c'est. Il y en a qui ont plus ou moins de besoins. Bon, ça aussi, ça s'apprend avec le temps. Les tomates n'ont pas forcément énormément de besoins. Dans un sol comme ça suffirait. Mais si vous voulez vous donner bonne conscience et être sûr de donner un petit plus, un petit avantage à vos plantes quand vous les plantez, mettez du compost, 1 ou 2 poignées de compost. Alors peut-être que vous faites vous-même votre compost avec vos déchets de cuisine, voilà, de tonte, etc. 1 ou 2 poignées de compost bien décomposé, d'accord. Ça c'est important parce qu'autrement on peut faire pourrir les racines des plantes parce que c'est pas assez bien décomposé. Bien décomposé au pied. Ça peut aussi être du marc de café. Alors le marc de café c'est un très très bon engrais. Si vous êtes un grand consommateur de café, ça peut suffire. Bon, ça dépend de la taille du potager. Mais vous savez, il y a des gens qui jettent ça à la poubelle. Donc pareil, comme vous avez demandé des déchets de plantes dans votre entourage, demandez, de taille, etc., demandez du marc de café autour de vous. C'est un excellent engrais pour faire pousser vos légumes, vos fruits, etc., tout ce qui est les fleurs, hein, dans votre jardin. Vous pouvez utiliser aussi un peu de fumier de cheval bien décomposé. Alors encore une fois, les fumiers bien décomposés au moment où on plante. On ne va pas mettre un fumier frais, sinon vous allez griller votre plante. Hein. Donc il faut que ce soit bien décomposé. 1 ou 2 poignées, voilà, par plant que vous allez installer. Certaines les courgettes, vous pouvez en mettre un petit peu plus. Voilà. Les cardes, c'est assez gourmand aussi parce que même si au bout d'un moment ça va bien chercher en profondeur la nourriture, c'est quand même une plante qui fait des feuilles et les plantes qui font des feuilles, on mange la feuille, elles ont besoin d'azote et donc les fumiers c'est quand même très intéressant pour ça. Donc voilà, ça leur donne un petit coup de boost. Alors ça, c'est le principe global. On va dire là, vous avez installé vos massifs de la forme que vous voulez. Vous avez bien réfléchi à où vous allez mettre tel ou tel légume en fonction de son développement futur. C'est là il faut anticiper, développement futur, la taille que ça va prendre. Mais aussi, et ça je ne l'ai peut-être pas suffisamment dit, c'est que vous allez réfléchir aussi au type d'exposition. C'est-à-dire que même dans un potager, si vous mettez les légumes, et là vous pouvez mélanger les légumes aussi, hein. Vous pouvez mettre des choux pas très loin de vos pieds de tomates. Vous n'êtes pas obligé de faire des rangs. Moi je mettais des pieds de tomates un peu partout dans le jardin avec des fleurs à côté, des choux, des betteraves. Enfin voilà, c'était mélangé, c'était pas le rang de tomates, le rang, etc. Hein. Ça je pense avoir été clair là-dessus. Je sais plus ce que je disais. Oui, l'exposition. Il y a des légumes qu'il ne va surtout pas falloir mettre à l'ombre d'autres légumes. Les tomates, c'est assez haut. Bon, en général, il n'y a pas grand-chose pour faire de l'ombre. N'allez pas les mettre, par exemple, derrière un rang de haricots à rames. Vous savez, les haricots qui grimpent sur 2-3 mètres de hauteur. Là, non, il leur faut du soleil. Vous pouvez les mettre, par contre, du côté des haricots, côté sud des haricots. Ça, il n'y a pas de problème, au contraire. Hein. Au contraire, ça va les protéger du vent qui vient du nord ou de la fraîcheur qui vient du nord. Ça va leur faire comme un mur qui va renvoyer un peu de rayons vers elles, vers les tomates. Et donc, vos tomates vont encore mieux pousser. Bien protégées, dans une espèce de microclimat bien confortable. Donc, il faut penser à cette hauteur de légumes, à cet étagement. Autant un chou un petit peu à l'ombre, ça va. Des cardes un petit peu à l'ombre, ça va. C'est des légumes feuilles, ça va. Des salades un petit peu à l'ombre, ça va. Mais ne mettez pas des piments, des poivrons, des aubergines, des tomates à l'ombre, d'accord.
Et là, par exemple, imaginons, vous faites vos légumes du soleil dans un coin, vous mettez des tomates, au fond, on va dire, vers le nord. Devant, ce qui est un peu plus petit, des aubergines. Voilà. Bon, pas trop près non plus parce que ça peut faire un peu d'ombre sur le pied. Devant, encore des poivrons ou des piments ou piments, parce que c'est encore plus petit que les aubergines. Donc vous voyez, vous faites un espèce d'étagement, vous ne perdez pas trop d'espace et tout le monde a son soleil, d'accord? À sa place au soleil. Il y a plein de possibilités, il y a plein d'agencements possibles. C'est à vous aussi de découvrir ce qui vous convient le mieux d'un point de vue esthétique et d'un point de vue pratique, c'est-à-dire qu'est-ce qui marche, voilà. Oui, il y a des légumes, justement je viens de vous en parler, qu'on peut aussi planter à travers le paillage comme ça, c'est les haricots à rames. Évitez les haricots nains, vous savez les petits haricots, voilà, comme ça, parce que trop près du paillage, si c'est une année humide, ils risquent de prendre de la moisissure, ils risquent de pourrir plus facilement. Par contre, un haricot à rames, vous écartez un peu le paillage, vous semez, ou vous plantez, vous achetez en godet, vous plantez, et vous faites monter le long des rames. L'humidité va moins l'infecter parce que tout simplement les feuilles sont à hauteur. Quelque chose qui est important que je dise aussi, je vous ai dit, voilà, il y a des légumes qui sont bien adaptés à ce genre de jardinage et d'autres moins. Tout simplement, si vous allez installer un potager sur une pelouse, il y a toute une vie dedans. Alors, autant la vie c'est sympa, c'est bien, c'est intéressant, ça permet comme je vous ai expliqué, de nourrir le sol. Mais il y a aussi des types de vie qu'on n'a pas trop envie d'avoir dans ces légumes parce qu'ils les mangent. Alors les grands classiques, c'est le ver taupin, c'est comment il s'appelle, le ver fil de fer, sinon c'est le même je crois. Il y a des larves de cétoine, voilà. Et il y a pas mal de bestioles, on va dire des vers, des larves, etc., qui vont joyeusement se nourrir de vos légumes. Et tout particulièrement, je pense aux salades, je pense aux carottes, donc tous les légumes racines, les betteraves rouges c'est un petit peu moins vrai, tous les légumes racines ou qui ont des racines un peu tendres vont se faire grignoter, risquent de se faire grignoter. Donc moi j'ai jamais eu de succès avec des salades, j'ai essayé, parce que bon, c'est bien de lire et de se dire ah oui ça il faut pas le faire, faut le faire, c'est bien d'essayer soi-même et de découvrir par soi-même ce qui marche vraiment. Et si ça devait dire perdre quelques salades, c'est pas grave, au moins on sait par nous-mêmes, on comprend, voilà. Je suis pour l'expérimentation, donc expérimentez. Je vous dis des choses, mais expérimentez vous-même et peut-être que vous trouverez d'autres choses et vous me contredirez peut-être sur certains aspects aussi. Et là aussi, il y a des vérités qui sont différentes selon les lieux où l'on est. Donc, moi j'ai laissé tomber les carottes, j'ai laissé tomber... alors si j'ai fait des radis, si j'ai fait des radis, alors là c'est pareil, il faut bien écarter le paillage dans la zone où on veut faire des radis et travailler le sol. Donc là ça demande un peu plus de travail. Si pour vous l'enjeu c'est de ne pas travailler le sol, alors effectivement ne semez pas de radis parce que ça demande de faire le travail que je vous ai dit, c'est-à-dire débarrasser les racines, les petites tiges, etc. pour laisser un sol bien propre, bien meuble, pour pouvoir semer les petits radis. Les betteraves rouges ça marche bien, ça par contre c'est bien. J'ai fait des pois chiches aussi, enfin, après expérimenter. J'ai pas essayé les petits pois mais j'aurais peut-être dû. Peut-être plus c'est les petits pois à rames aussi parce qu'ils sont assez sensibles à l'humidité qu'il peut y avoir au niveau du sol, notamment le mildiou et l'oïdium, pardon. Donc voilà. Un autre inconvénient qu'il y a avec le paillage, il faut en avoir conscience. C'est-à-dire que l'avantage du paillage, c'est que ça garde l'humidité. Mais l'inconvénient du paillage, c'est que ça garde l'humidité. De la même manière. Pourquoi je dis que c'est un problème? Parce qu'en fait, il y a des bestioles qui adorent l'humidité, et notamment les limaces. Et les limaces, si vous leur offrez un bon paillage bien humide, avec des jolis légumes à croquer, juste à côté, bien tendres, vous avez pris bien soin de planter, il y a des chances qu'ils viennent voir. Donc, la réponse, alors il y a plusieurs réponses. La réponse la plus simple, c'est de faire, au l'endroit où vous allez planter vos légumes grignotables par les limaces, par exemple, ils ne vont jamais manger vos tomates, grignotables par les limaces, vous allez bien écarter le paillage, plus loin que ce que vous auriez fait juste simplement pour planter les légumes. Et là, forcément, il y a plus de distance à parcourir. Alors ça dépend parfois. Il y a des terrains où il y a plein de limaces, et donc là, ça ne servira pas à grand-chose. Mais plus vous écartez le paillage, plus ça fait une zone où finalement la limace va se dire bon, ça n'a pas l'air super intéressant son truc là, je vais plutôt rester dans mon paillage ou aller voir un petit peu plus loin dans l'herbe s'il n'y a pas quelque chose de meilleur à manger.
Donc il faut avoir conscience de ce problème limace. Si jamais vous avez des gros problèmes de limaces, alors là c'est radical. Mais non, vous n'allez pas utiliser des produits chimiques. Vous enlevez tout le paillage. Vous le faites sécher un petit peu en dehors là, et vous le remettez 1, 2, 3 jours plus tard. C'est-à-dire que les limaces vont dire ah non c'est plus trop sympa comme endroit là, c'est sec, ça m'intéresse pas, je vais voir ailleurs. Donc les limaces vont aller voir ailleurs. Et après vous remettez votre paillage. Alors c'est de la manipulation de la limace, c'est de la manipulation, c'est du temps de travail, mais ça vaut le coup. Les limaces peuvent faire tellement de dégâts que ça vaut le coup de faire ça. Je n'ai jamais eu, moi, de problème à ce point-là, d'accord? C'est-à-dire que j'ai eu quelques limaces, après voilà, hein. Je vous expliquerai aussi comment on peut faire pour gérer les limaces de manière naturelle. Je n'ai jamais eu d'invasion. J'ai entendu parler d'invasion, après je n'ai pas forcément vu comment les gens s'y prenaient, mais j'ai jamais eu d'invasion au point où j'ai dû enlever le paillage. Donc voilà. Autre chose, par rapport à la plantation. L'enjeu aussi, enfin pour moi en tout cas, c'est de ne pas passer trop de temps dans mon année à arroser mon jardin. Alors je vous ai dit, le paillage c'est déjà bien, ça protège, etc. Il y a aussi une façon de planter qui fera que vous allez plus ou moins arroser. Si vous prenez votre petit plant en godet là, que vous avez acheté en jardinerie ou ailleurs, et que vous le plantez dans la terre, juste au niveau du sol, hein, vous mettez le haut du godet au niveau du sol, et que vous arrosez, une fois que vous l'avez planté, c'est déjà bien, ça poussera, mais vous avez plus de chances d'arroser plus après. Surtout si, dans les jours qui suivent, parce qu'il y a toujours un petit coup de fatigue sur les plantes hein, quand elles sont juste plantées, forcément elles sortent sous la serre, dans la jardinerie, etc. Elles sont tout le temps toutes fragiles, parfois elles se cassent, hein, un coup de vent elles se cassent tellement elles sont fragiles. Vous allez vouloir les arroser parce que dire oh là il souffle, pour que je l'arrose, ça lui donne un petit coup de boost. Eh bien c'est une erreur à ne pas commettre. Il y a deux choses à faire pour éviter d'avoir arrosé beaucoup dans l'année. C'est-à-dire vous allez rendre votre plante autonome. Et rendre votre plante autonome, ça veut dire que vous allez l'encourager à aller chercher elle-même l'eau. Non, elle ne va pas transporter les arrosoirs. Elle-même l'eau pour que vous n'ayez pas à le faire. Comment? Eh bien tout simplement, par exemple un pied de tomate, vous allez l'acheter, il sera de cette hauteur-là. On va dire sa tige va être longue comme ça, on va dire racine, tige, voilà, vous avez des feuilles en haut. Le truc qu'on va faire classiquement, c'est-à-dire qu'on va juste planter la motte dans la terre et la tige, on va la mettre au même niveau qu'elle sortait de la terre dans le godet. Alors dans la tomate, surtout pas. En fait, vous allez enfoncer votre pied de tomate dans la terre. Évitez que les feuilles en haut touchent le sol parce que ça, effectivement, elle est sensible à l'humidité. Mais essayez de l'enfoncer là, le plus loin possible dans la terre sans que les feuilles, quitte à en enlever quelques-unes en bas, touchent le sol. Parce que, et c'est vrai pour le chou aussi, parce que cette plante-là a cette capacité à faire pousser des racines partout sur sa tige. C'est-à-dire que plus vous enfoncez les racines que vous aviez à l'origine, plus la tige est enfoncée dans la terre, plus elle va faire des racines, et plus elle va aller en profondeur. Si vous avez des longs pieds de tomates, d'accord, avec des longues tiges, vous pouvez même l'enfoncer profondément et coucher le pied. C'est-à-dire que vous allez mettre votre motte ici, vous avez la tige qui va partir comme ça, et hop, vous allez la faire remonter comme ça. C'est-à-dire que vous aurez juste quelques feuilles qui vont sortir au début. Mais dites-vous qu'à chaque endroit où la tige est en contact avec la terre, il y a des racines qui vont pousser. Donc ça, c'est la première chose. Le chou, c'est pareil. Vous ne respectez pas forcément le collet, la limite entre ce qu'il y a entre les racines et la tige aérienne. Vous pouvez enfoncer plus la tige, elle fera aussi des racines dans le sol pour pouvoir justement aller plus en profondeur. Donc, la technique, c'est la suivante. Quand vous allez mettre vos plantes en sol, vous allez vous assurer d'abord, quitte à bien arroser la veille, que le sol est vraiment très humide. Pas trempé, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit de la bouillasse, mais bien humide. D'accord ? Pas saturé d'eau, mais pas loin. C'est-à-dire que quand vous allez planter votre plant, il ne faut pas que non plus la terre vous colle vachement en main, que ça fasse de la gadoue, hein, d'accord ? Vous allez prendre votre plante en godet et la faire tremper dans l'eau, dans un seau d'eau, d'accord ? Juste la motte, hein, et vous allez la planter quand elle est toute imbibée d'eau. Déjà, la motte de la plante en godet n'a pas de déficit d'eau puisqu'elle est pleine d'eau, donc elle ne va pas essayer d'en prendre à l'extérieur puisqu'elle en a déjà plein.
vous la mettez dans le trou que vous allez faire planter. Et vous allez tasser, pas trop fort, tassez quand même, pour pas que ça fasse trop de tassement justement, parce que ça étouffe la plante. Et après, vous allez arroser. Arroser généreusement. C'est-à-dire que vous allez arroser chaque plante que vous avez plantée de cette manière-là, jusqu'à ce que la plante ne puisse plus, le sol pardon, ne puisse plus aspirer l'eau. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous aurez l'eau qui restera à la surface du sol et ça ne pourra plus y descendre. Vous attendez 5 minutes, l'eau est toujours là. Donc là, c'est bon signe, ça veut dire que votre sol est vraiment saturé en eau. Et si votre sol est saturé en eau, eh ben c'est bien, vous ramenez un petit peu le paillage au pied, pas trop au pied, parce que justement, voilà, vous laissez quand même une zone autour du pied où il n'y a pas de paillage, pour éviter justement les moisissures, les champignons, etc., et les maladies cryptogamiques, comme on les appelle, qui pourraient attaquer votre plante. Et là, vous savez ce que vous allez faire? Ben rien. Vous allez laisser faire. Et ça, c'est le plus dur, parce que le réflexe du jardinier, c'est de voir son légume qui a un coup de fatigue, et de se dire bah, je vais l'arroser pour que ça aille mieux. Eh bien non. En fait, ce que vous faites, vous le faites passer par une épreuve. Se faire planter, pour une plante en tout cas, c'est une épreuve, c'est un choc, d'accord? Donc, vous lui avez donné tout ce qu'il fallait. Vous lui avez donné de la terre, de la nourriture, vous lui avez donné de l'eau. Maintenant, vous la laissez faire. Ce qui va se passer, c'est que la plante va développer ses racines. Et si vous arrosez tous les jours, elle va développer ses racines, oui, mais en surface. Parce que, oh, il y a de l'eau, il y a de l'eau, il y a de l'eau, c'est bon, je suis tranquille, j'ai juste à mettre mes racines là, non, si vous faites comme je vous ai dit, la plante va pas se dire, j'ai juste à attendre que l'eau arrive. Non, par contre, l'eau, elle est là, elle est en train de descendre petit à petit dans le sol, là. Petit à petit, la surface se dessèche, c'est logique, hein, s'il pleut pas. Donc je vais devoir aller chercher en profondeur l'eau, puisque l'eau, elle se déplace. Donc je fais pousser mes racines. Et au fur et à mesure que le sol se dessèche, où il y a moins d'eau, et ben la plante descend ses racines pour aller chercher l'eau. Et là, en fait, vous la rendez autonome. Parce qu'elle va aller puiser le plus profond possible l'eau avec ses propres racines. Et donc, vous n'aurez pas besoin d'arroser aussi souvent que si les racines sont toutes en surface. Les racines toutes en surface, dès qu'il y a un gros coup de chaud, votre plante est super fatiguée, elle demande de l'eau. Alors vous arrosez, vous arrosez. Et là, vous créez un espèce d'esclavage du jardinier. Esclavagisme du jardinier, c'est-à-dire que vous êtes dépendant des plantes que vous avez mal plantées, entre guillemets, ok, mal plantées parce que vous ne connaissiez pas cette technique. La dernière fois que j'ai fait un potager, c'était donc c'était pas l'année dernière, c'était l'année d'avant, où il avait fait si chaud, dans un terrain, comme je vous ai dit, difficile, hyper séchant. Jusqu'en septembre, j'ai commencé à arroser courant juin. Jusqu'en septembre, je n'arrosais qu'une seule fois, tous les 15 jours, avec mon grand-fils, d'accord, avec des arrosoirs, arroser seulement au pied des plantes, en quantité, ok. Par exemple, je crois que c'était facilement 10 litres par pied de tomate, une fois tous les 15 jours. En septembre, comme il avait commencé à faire vraiment sec, enfin, il pleuvait pas, c'était toutes les semaines. Si vous arrosez votre jardin tous les 15 jours pendant tout l'été, franchement, vous évitez énormément de travail. Je vous mets au défi de trouver un jardinier qui jardine de manière conventionnelle avec un sol nu, arroser ses légumes que tous les 15 jours dans des conditions comme il y avait il y a 2 ans, c'est-à-dire des conditions de canicule, de grande chaleur et de sécheresse. Donc, c'est une technique qui marche. Ce qu'il faut savoir par rapport à ce paillage, c'est qu'effectivement, il garde l'humidité. Mais plus il garde l'humidité, plus il favorise la vie qu'il y a dans le sol. Plus il favorise la vie qu'il y a dans le sol, plus la vie qu'il y a dans le sol va le manger. Donc, il va fondre petit à petit. Il va se faire grignoter par en dessous. Il va fondre petit à petit, se décomposer. Une chose qui est intéressante, c'est qu'en fait, ça nourrit votre sol. Votre sol, on lui apporte de la matière organique, d'accord? Donc, ce qu'il constitue, ce qu'il nourrit, ça le structure mieux, ça l'assouplit, ça l'améliore. Votre sol, avec la méthode du paillage, s'améliore avec le temps. Vous faites ça pendant plusieurs années, vous aurez un super sol. Le sol va devenir de plus en plus brun, presque noir avec le temps, parce que vous avez apporté de la matière organique en décomposition. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que vous fertilisez votre sol, vous l'amendez profondément, vous le restructurez, vous le nourrissez. Mais comme il se fait manger par le dessous, au bout d'un moment, si vous ne faites rien, il va finir par rester 3 fois rien comme paillage.
Et c'est là qu'il faut penser régulièrement. Vous observez votre paillage. Si vous commencez à avoir des choses vertes qui sortent un peu partout dans le paillage, il est temps de faire quelque chose. Si vous sentez que ça commence à sécher un peu dur dessous, c'est qu'il faut faire quelque chose. Vous réalimentez régulièrement votre paillage. Vous apportez des tontes de pelouse, des feuilles, des broyats de taille. Ce que j'ai pas dit, je mets aussi, et là souvent je vais aller contre les idées reçues sur ce sujet, je mets aussi des conifères, je mets aussi tout ce qui est de la famille des sapins, des pins, etc. Alors il ne faut pas mettre que ça, parce que ça acidifie, mais vous pouvez en mettre 10, 15, 20, 30%, il n'y a pas de problème. Vous savez qu'aux États-Unis, ils vendent des aiguilles de pin pour servir comme paillage. Donc chez nous, on a tendance à dire non, ne mettez pas. Moi j'ai fait des paillages avec des tailles de tuya que j'ai passé à la tondeuse. Parfois c'était des branches, des petites branches comme ça, etc. Ah oui, il y a autre chose qu'il faut que je vous dise. C'est-à-dire que mon jardin s'en est très bien porté, il n'y a pas eu de problème. Ah, un autre fruit aussi, un autre légume, la pastèque. Vous pouvez faire pousser des pastèques. Alors peut-être pas dans le grand nord français, mais voilà, moi j'étais au milieu de la France, la pastèque pousse bien. Bien exposée, voilà, avec une bonne année bien chaude, c'est bien. Donc, votre paillage, vous le réalimentez. J'ai perdu ce que je voulais dire. Oui, donc vous allez nourrir votre terre, vous allez l'améliorer. Et si vous faites ça de manière constante, vous n'aurez pas forcément besoin de le nourrir mieux qu'avec ce paillage. Certaines plantes sont... Ah, les pommes de terre aussi. Certaines plantes sont plus gourmandes. Par exemple, justement, les pommes de terre sont gourmandes. Elles ont besoin de beaucoup d'engrais pour pouvoir pousser. Donc, quand vous allez faire pousser des pommes de terre, vous pouvez rajouter à l'avance du fumier bien décomposé ou à l'automne, dès l'automne, sous le paillage, rajouter du fumier, même pas forcément très bien décomposé. Et pendant tout l'hiver, la vie dans le sol va s'en occuper, va décomposer tout ça. Et au printemps, ce sera bon. Et justement, c'est intéressant de parler de la pomme de terre, puisque là aussi, vous connaissez bien la culture des pommes de terre. C'est compliqué. Il faut creuser pour planter sa pomme de terre. Et après, il faut buter. Traditionnellement, c'est ce qu'on nous dit. Il faut buter, bien couvrir, etc. Et puis bon, les dorifores, mais ça, c'est un faux problème. Il faut buter. Eh bien, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est que vous fassiez ce système de paillage que je vous ai dit dès maintenant, et que vous installiez vos pommes de terre dans 3 ou 4 semaines sous le paillage. Juste sous le paillage. Sans creuser la terre, rien. Sous le paillage, vous mettez votre pomme de terre sous le paillage. Vous recouvrez de paillage. Le seul enjeu, c'est que donc les patates vont se développer, les pommes de terre vont se développer, les racines vont aller dans le sol, mais les pommes de terre vont se développer, vous savez, ça se développe au niveau des racines, entre le paillage et le sol d'origine où il y avait la pelouse. Et là, c'est important qu'il y ait suffisamment d'épaisseur de paillage. Parce que même à travers un paillage de 10-15 cm, parfois il passe des rayons solaires. Et les rayons solaires sur la pomme de terre, ça fait verdir la pomme de terre. Et la pomme de terre qui est verte, c'est une pomme de terre toxique. Donc on va éviter ça. Vous faites un énorme paillage, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire monter le paillage au pied des pommes de terre. Et je vous garantis que vous allez récolter des patates sans avoir à arracher vos patates avec une fourche à labourer, une fourche à bêcher. Vous pouvez juste écarter le paillage, prendre vos patates, remettre le paillage, et peut-être que si vous n'enlevez pas le pied de pomme de terre, vous allez récolter d'autres pommes de terre plus tard qui auront continué à pousser. C'est magique, ça marche. Il y en a qui font simplement des tas de compost et de paille sur leur pelouse, ils mettent une patate et ils attendent. Donc là aussi on casse un petit peu les schémas, un peu les habitudes, ça marche. Alors, pour moi, tout ce type de jardinage s'inscrit dans quelque chose de plus large. C'est-à-dire que je vous ai parlé des limaces tout à l'heure qui n'étaient pas forcément un problème dans mon jardin. Pourquoi ? Alors déjà, le fait de faire un paillage, on favorise la vie. On favorise la vie sauvage, naturelle, etc. Mais si vous élargissez votre vue, vous voyez votre potager comme étant inscrit dans un écosystème plus large. Je ne sais pas ce qu'il y a dans votre jardin, je ne sais pas ce qu'il y a autour de votre potager. Mais plus vous allez favoriser la biodiversité dans votre jardin, en ne traitant pas, en apportant le gîte et le couvert à énormément de bestioles possibles et imaginables, plus vous allez avoir un écosystème équilibré où la nature va pouvoir s'occuper, on appelle ça les auxiliaires, s'occuper de réguler votre potager. C'est-à-dire que le classique, c'est les pucerons qui vont venir dans certains légumes, et c'est les limaces. Si vous avez un écosystème
Et puis il y a des insectes aussi, je ne me rappelle plus leur nom, qui vivent dans le sol, qui se nourrissent des limaces. Si vous êtes dans un vrai désert écologique, effectivement, ben c'est vous qui allez devoir faire la régulation. Et tout de suite, c'est plus compliqué, parce que c'est moins naturel. Donc, de la même manière, si vous semez des fleurs, si vous laissez des zones enherbées dans votre pelouse, alors nous on adorait ça, si on laissait des zones, alors on faisait pareil des motifs en spirale, etc. dans notre pelouse, on circulait dans les endroits tondus et on laissait la prairie naturelle pousser. Et là c'est génial, mais en fait là c'est des papillons, c'est des abeilles, c'est des insectes que j'avais jamais vus, même auparavant, j'ai compris que ça existait, c'est l'occasion d'ailleurs de découvrir. Et en fait ils font leur régulation, c'est-à-dire qu'on va avoir des petites cirfes là, des espèces de petites abeilles qui font du surplace, c'est des mouches en fait, qui vont aller piquer, qui vont aller manger les pucerons. On a les coccinelles, le grand classique. Il y a plein d'insectes, il y a plein d'animaux. Les hérissons, pareil. Les hérissons se nourrissent de limaces. Alors moi j'ai toujours eu la chance, après j'ai aussi favorisé leur arrivée, d'avoir des hérissons dans mon jardin. Et ils faisaient un travail fou. C'est-à-dire qu'ils mangeaient, ils sont très gourmands, ils mangent énormément de limaces. Ils mangent quelques fraises de temps en temps au passage, mais bon, voilà, hein, c'est leur salaire. Donc, plus vous favorisez, donc ça peut être un autre sujet, hein, plus vous favorisez de manière générale la biodiversité dans votre jardin, moins vous aurez de travail à faire pour vous débarrasser de ce qui vous gêne dans le jardin. Donc voilà, ce qui va s'attaquer à vos légumes. Et vous verrez même, et ça c'est là, je vous invite à faire preuve de patience. C'est-à-dire que vous, si vous voyez sur un légume des pucerons, parfois vous allez avoir plusieurs pieds d'un même légume et sur un, il va y avoir énormément de pucerons. Je vous invite à ne rien faire, d'observer. Parce qu'il y a toujours un moment où on va avoir ces parasites qui vont arriver, ceux qu'on ne veut pas avoir dans le jardin, c'est nuisible entre guillemets, qui vont arriver. Et en fait, la nature est tellement bien faite que, par exemple, les pucerons arrivent dans le jardin, les coccinelles ne sont pas encore là. Elles ne sont pas encore sorties, elles ne sont pas encore réveillées. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que si la coccinelle sortait juste au moment où il y avait les premiers pucerons, elle n'aurait pas assez à manger pour se nourrir, pour pouvoir se reproduire. Donc elle arrive 1 ou 2 semaines après, elle sort, hop, oh là, il y a plein de pucerons, c'est bon, je peux me régaler. Et en quelques jours parfois, les insectes, les coccinelles et autres insectes, vont nettoyer votre pied de légumes qui est infesté, il n'en restera plus. C'est absolument magique en fait. Si votre jardin est bien équilibré, moi je n'ai pas eu depuis plusieurs années de problème d'invasion ou d'infestation avec quoi que ce soit. C'est-à-dire que ça se régule. Un petit truc aussi, c'est une fois, c'était la première année que je m'étais installé dans ce jardin-là, j'avais planté des choux et j'ai été envahi de chenilles. C'était à l'automne, envahi de chenilles. Je vous garantis, les choux, il y avait des centaines de chenilles. Alors je les récupérais à la main, j'ai donné aux poules, elles n'en voulaient pas parce que ça ne veut pas avoir bon goût. Et je les écrasais. Donc voilà, c'est pas forcément ragoûtant. Et en fait, j'ai découvert après que en fait, un des prédateurs naturels de cette chenille-là, c'est la guêpe. Et il se trouvait que j'avais installé un poulailler tout près du jardin, ce qui n'est pas bête parce qu'effectivement, je peux donner tous les déchets de jardin et de cuisine aux poules et récupérer les œufs et effectivement aussi le fumier des poules qui peut nourrir le jardin. Et en fait, en installant ce poulailler, il y avait un nid de guêpe. Il y avait un nid de guêpe que j'avais enlevé parce que finalement, je ne voulais pas que les enfants aillent se fassent piquer en allant chercher les œufs. Donc voilà, en fait je venais d'éliminer, sans le savoir, les prédateurs naturels de ce qui allait ravager mes choux. Donc voilà, là c'est un exemple, c'est un tout petit exemple en fait, mais imaginez, parce qu'on le sait, on connaît ça, mais imaginez toutes les interactions possibles et imaginables qu'on ne connaît pas. Plus vous favoriserez la biodiversité dans votre jardin, moins vous aurez de travail à faire, et plus la nature s'en chargera. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas observer, ça ne veut pas dire que c'est une grande invasion, il ne faut rien faire, d'accord ? Mais favorisez, diversifiez, faites venir les oiseaux, faites des abris à hérissons, faites des tas de branches, des tas de pierres, etc. Vous êtes dans les tas de pierres, en plein soleil, vous allez avoir des lézards qui vont venir, des orvets, c'est des petits serpents, etc. C'est pas gênant, ils se nourrissent de plein de choses qu'on n'a pas envie d'avoir dans son jardin. Les tas de branches, pareil, vous allez avoir des bestioles, plus gens, qui vont se réfugier dedans, avoir l'abri pendant l'hiver, etc. Et sortir aux premières chaleurs de printemps, prêtes à agir et à vous débarrasser de ce que vous ne voulez pas dans votre jardin. Donc voilà. Donc, un paillage très épais. Cette méthode-là, elle marche. Vous pouvez l'installer dès le printemps. Vous pouvez l'installer dès l'automne. D'ailleurs, là c'est le printemps, je vous invite à l'avenir, si vous voulez étendre votre potager, de le faire dans un autre endroit, à faire un nouveau potager à l'automne.
L'avantage, c'est que ce paillage-là, je vous garantis, vous n'aurez pas à gérer du tout les mauvaises herbes qui traversent au printemps. Parce que là, ne pas avoir de soleil pendant 6 mois, plus, il n'y a aucune plante qui peut s'en sortir. Donc, comme je vous ai dit, ce type de jardinage est adapté à un certain type de légumes que je vous ai énoncé, que je vous ai décrit. Pour d'autres types de légumes, il va falloir, eh oui, travailler le sol, affiner le sol. Plus vous allez travailler ce sol-là, moins il y aura de parasites dedans. Par exemple, aux salades, c'est très frustrant quand même d'avoir une rangée de salades ou plein de salades et voir les unes après les autres se flétrir alors qu'elles sont en plein développement parce que tout simplement il y a un ver qui est venu manger sa racine et hop, il n'y a plus rien. Donc c'est frustrant. Donc effectivement, il y a des légumes que vous allez devoir faire pousser en travaillant le sol. Mais si les 3/4 de vos légumes, vous arrivez à les faire pousser sans travailler le sol, ça vous libère du temps pour le quart qui reste. Donc voilà. Donc je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous dire. Comme je vous disais, n'hésitez surtout pas à m'envoyer des questions si vous avez des problématiques bien particulières. Une chose dans le paillage, en général, on dit ne mettez pas de feuilles de noyer. Parce qu'il y a de la juglone dedans, qui est quelque chose, qui est une substance qui empêche la croissance des végétaux qui pourraient pousser autour du noyer, justement, pour éviter la concurrence pour le noyer. Alors oui, ça freine un petit peu, mais si vous en avez un petit peu dans votre paillage, n'allez pas les chercher une par une, c'est pas grave, d'accord. Au bout du compte, il faut voir au global, hein, c'est comme avec les paillages de conifères. Si vous avez un peu de conifères dedans, ça ne va pas intoxiquer votre jardin. Donc voilà, alors moi je vous invite à expérimenter, à être feignant mais dans le sens positif du terme, et profitez de tout ce temps que vous avez de libre pour regarder, pour observer votre jardin. Vous savez, à l'époque je jardinais, quand j'ai recommencé à jardiner à l'âge adulte, une fois que j'avais une maison, j'ai jardiné stressé. C'est-à-dire que j'étais toujours en train de faire. Je n'étais pas encore rendu au stade de paillage. Ça commençait juste, hein, j'étais pas encore. Et je passais énormément de temps dans mon jardin à ne pas être détendu à jardiner. Parce qu'il y avait l'enjeu d'en faire assez. Bon, j'étais salarié, donc j'avais peu de temps. Et donc je me mettais la pression. En fait, j'étais stressé au jardin. Et c'est pas bon. Alors, si à l'époque j'avais connu cette technique-là, j'aurais certainement été moins stressé. Mais se donner la chance de passer moins de temps dans son jardin à faire les tâches, ça donne plus de chance à observer la nature, à observer ce qui pousse. Je pense à quelqu'un une femme qui était en formation avec moi l'année dernière et qui se lançait dans le potager, et son mari qui n'était pas forcément, qui ne croyait pas trop. Toujours est-il, au printemps, ils ont lancé leur potager comme je vous ai dit, et le mari en fait était presque, au bout du compte, était presque plus fanatique du jardinage. En fait, il rentrait du travail, il était ingénieur, il rentrait du travail, et il allait mesurer ses légumes pour voir comment ils avaient poussé dans la journée, d'une journée à l'autre. Donc je trouvais ça absolument génial. Il est devenu complètement accro en fait, et je trouve ça génial. Et cette espèce d'enthousiasme là, en fait tout le monde peut l'avoir, et ceux qui aiment la nature, ceux qui ont envie de jardiner, je pense qu'ils l'ont a priori. Et comme je vous disais encore une dernière chose, je vous disais que j'aime beaucoup mettre des fleurs dans le jardin, tout simplement parce que c'est magnifique. Et là aussi, bon, il y a ce côté un petit peu auxiliaire, ça attire les auxiliaires. Et quel plaisir d'aller ramasser ses légumes, circuler dans son jardin. Déjà les légumes c'est beau, mais aussi d'être au milieu des fleurs, quoi. Donc faites le jardin comme vous avez envie, aromatique, fleurs, je mettais même des petits arbustes que je taillais, etc. Faites ce que vous voulez. En fait finalement c'est la limite, c'est votre imagination, c'est votre envie en fait. Alors faites-vous plaisir, faites un magnifique jardin. Et n'hésitez pas à m'envoyer des nouvelles de votre jardin, de vos expériences. Je suis toujours curieux de voir un petit peu comment les gens s'en tirent de leur côté et voir les questions qui émergent, etc. Alors j'espère avoir été complet. Et encore une fois, je vous dis, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Je vous souhaite à tous une magnifique journée. Et si c'est comme ici, ce serait une magnifique journée pour faire du jardinage. Mais voilà, chaque chose à sa place, chaque chose en son temps. À très bientôt!